peu en décalage, dans le sens où il ne s'agira pas véritablement du patrimoine du stade en lui-même, mais plutôt de la très difficile patrimonialisation d'une catastrophe, celle du 5 mai 92. Alors, le stade, c'est le stade Monchise. Le choix de ce stade peut paraître, si on s'en tient en termes strictement sportifs, un peu surprenant. Puisque finalement, c'est vrai, il est peut-être le plus ancien stade de Corse aujourd'hui encore en activité, mais bon, ancienneté ne signifie pas ni patrimoine ni patrimonialisation, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en termes sportifs, il n'est pas le premier stade à accueillir une première rencontre de Division 1, c'est à l'époque, en Corse, puisque cet honneur revient à feu le stade Jean-Louis d'Ajaccio et à l'AC Ajaccio, qui en 67 a évolué le premier en première division. Néanmoins, il ne saurait contester que le stade de Forial représente quelque chose de particulier dans la mémoire insulaire, pas seulement sportive d'ailleurs, y compris culturelle, et qui représente aussi quelque part quelque chose pour la mémoire nationale, mais de manière très conflictuelle. C'est pour ça qu'on peut dire finalement, pour reprendre les termes de Pierre Nora, que le stade de Forial est bien un lieu de mémoire, dans le sens où c'est un lieu carrefour, traversé par des dimensions multiples. Alors, justement, la petite intervention que je vais faire, puisque je vais être censuré, s'articulera en trois parties. La première, c'est vraiment d'essayer de voir très rapidement en quoi ce stade est-il un élément de patrimoine identitaire conflictuel, ceci dit, puisqu'on le voit pour l'Écosse, ça représente un espace d'affirmation et de respect de revanche symbolique, alors que, dans le cas, je l'ai pour les Français, un espace plutôt de violence et de rejet. Dans une seconde partie, nous analyserons le drame du 5 mai, les faits et évidemment les responsabilités, très rapidement, surtout pour nous appuyer sur la non-patrimonialisation conflictuelle. Et enfin, en troisième partie, mais il n'y aura pas de conclusion, dans le sens où la date, vous voyez, qui est indiquée, et le point d'interrogation, elle nous dit que nous sommes encore dans un processus en train de se faire, dont, à mon avis, le résultat sera de toute façon conflictuel. Alors, première partie, effectivement, un stade de Forial qui est ici, voilà, puis c'était Forial, ici vous êtes à Forial. Pour les Corses, c'est un espace d'affirmation et de revanche symbolique. À l'origine de la saison dernière, le nouveau président du sportif a déclaré il faut que Forial redevienne Forial. Bon, déclaration pleine, sans embâche d'abord, hein, très clairement, et qui est aussi, on le voit, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup, totalement prisonnière du mythe, c'est-à-dire du mythe d'une toute-puissance du club, invincible sur son terrain. On sait que la réalité chiffrée est totalement à l'inverse de cela. Il n'empêche, Forial est comme un patrimoine insulaire. On l'a vu très bien lors de la rétrogradation du club administrative en CFA, avec la mobilisation très forte au niveau des supporters. 3000 abonnés en national, 5000 abonnés en Ligue 2 la saison dernière, 10 000 abonnés cette année en première division. Probablement, si on ramène ça à la capacité du stade, je pense que c'est le tout premier de France de ce côté-là. Alors, que représente Forial justement pour les Corses? Eh bien, la petite diapositive que vous avez sous les yeux répond assez facilement. C'est là que se sont produits d'abord les meilleurs joueurs du cru, de Claude Pape. Ici, on pensera à Paul Orsatti dans les années 60, à Pascal Almé dans les années 80, bref, ce que le football corse a produit de meilleur. Mais également, le stade de Forial est celui où se sont produits des vedettes de taille internationale. Trois noms suffiront à rappeler finalement l'importance. Dragan Jazic dans les années 70, puis à la fin des années 70, Tony Ray et Alberto Tarantini. Hein. Donc nous avons là un finaliste de la Coupe du Monde et un champion du monde argentin. Ici, effectivement, les meilleures équipes françaises et européennes ont pu baisser pavillon, très souvent. Bon, un peu de provocation, ça fait jamais mal. Bien évidemment. Et il est vrai qu'au-delà de cet aspect sportif, ici, finalement, dans ce stade, s'exprimait l'identité d'un peuple. On pourrait dire, pour simplifier, qu'à Forial, le peuple corse avait rendez-vous avec lui-même. C'est-à-dire qu'ici, finalement, il imposait aux autres sa loi, lui qui se sentait victime de discrimination. Alors cela veut dire quoi? Finalement, on a bien ici un patrimoine. Le stade de Forial constitue un patrimoine dans le sens où, pour reprendre les termes d'Olivier Lazzarotti, il est ce qui est censé mériter d'être transmis du passé pour trouver une valeur dans le présent. Autrement dit, le stade de Forial a une véritable cohésion, donne une cohésion socioculturelle. Il donne une identité au territoire et à ceux qui le fréquentent tout autant qu'il la reçoit d'eux. Et dans ce sens-là, il fait vraiment partie, lié, je dirais, à l'identité et l'identité nationale. Ce n'est pas du tout l'image, évidemment, et le titre qui est ici est repris d'un article paru dans l'équipe, me semble-t-il, dans les années 70, l'Antre de Forial. Pour les spectateurs français et pour le monde sportif français, oui, Forial fait partie incontestablement
du patrimoine, mais pas pour des raisons sportives. Pas par exemple parce qu'ici s'est déroulée la première et pendant longtemps la seule finale de Coupe UEFA jamais disputée par un club du championnat de France. Mais tout simplement par rapport aux passions partisanes, on dira, et j'ai noté ici quelques déclarations issues, vous voyez, des années 60, 70, 80, 90 et jusqu'à nos jours. Finalement ici, nous avons un stade où se lirait le côté irréductible de la culture corse, c'est-à-dire finalement tout ce qui ne peut pas être ni compris, ni expliqué, ni compris, ni expliqué. Et j'ai noté, si vous voulez bien, même si ça ne s'applique pas au football, mais pour les instances nationales et pour les clubs français, finalement, l'attitude à avoir vis-à-vis de Furian et de ses spectateurs est une attitude impitoyable. Car pour prendre encore des termes de Terme qui n'a rien à voir avec le football, mais qui s'applique bien à mon avis, il est exclu de les calmer, de les réveiller doucement, de leur faire comprendre. Ils ne comprendront jamais. Voilà, et c'est, bon, vous l'avez reconnu sur les fameux textes sur les Français d'Algérie de 61, mais c'est effectivement bien l'attitude des instances nationales et des spectateurs continentaux en général. Alors, la catastrophe de Furian va un court moment, demi-douzaine d'années, troubler, je dirais, cette représentation. Et on va la voir disparaître dans la presse, mais revenir très très vite, dès les années 96-97. Ceci dit, cette représentation, je pense, ces représentations ont empêché en partie la patrimonialisation sans pour autant en être les principaux éléments. Et c'est maintenant sur le côté, je dirais, le plus difficile finalement, que je voudrais arriver. Alors, vous avez ici, en première image, le stade de Furian avec la tribune Nord, la fameuse tribune Nord, telle qu'il se présente encore en ce mois d'avril 1992, alors que le club vient d'éliminer Nancy. Le club évolue alors en seconde division, il vient d'éliminer Nancy, qui est pensionnaire de première division, penalty, et se qualifie donc pour les demi-finales de la Coupe de France. Le tirage au sort lui désigne la meilleure équipe française du moment, l'Olympique de Marseille, de Bernard Tapie, qui n'est pas encore le vainqueur de la Coupe d'Europe, mais qui est déjà le grand club. Et l'idée, c'est en l'espace de 5 jours, de raser cette vieille tribune Nord et d'édifier à la place cette construction, il faut bien l'appeler ainsi, et vous voyez bien la position des projecteurs vous indique assez la transformation totale. On passe d'une tribune de 900 places à une tribune de 10 000 places. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Alors, j'avais une petite vidéo, si on a le temps, pour que je le passe à la fin, si jamais, parce qu'elle dure 2-3 minutes. Et évidemment, elle est construite n'importe comment par la seule société d'ailleurs qui est acceptée de relever, entre guillemets, le défi. Toutes les autres avaient refusé, trouvant les délais beaucoup trop courts. Et à quelques minutes finalement du début de leur rencontre, les tribunes s'effondrent, entraînant donc la mort de 18 personnes, en blessant plus de 2500 autres. Et c'est à la proportionnalité qu'il faut s'intéresser, parce que si on regarde le nombre de personnes blessées, ou décédées, si on rassemble donc les victimes, 2500, ça représente 1% de la population corse de l'époque. C'est-à-dire que si on ramène ça aux autres catastrophes qui ont eu lieu dans notre stade en Europe, Furian est certainement, en proportion de personnes concernées, la plus grande catastrophe du football européen, incontestablement. Alors, sur le coup, évidemment, les années ne seront pas faites, mais quelles sont les responsabilités? Je pense qu'il y a 2 niveaux de responsabilité. Il y a d'abord le niveau, on va dire, général, celui du football français des années 90, totalement déstabilisé par les grandes mutations qui sont à l'œuvre, l'introduction massive d'argent, l'action de certains présidents, on pensera à Bernard Tapie, qui ont une réussite extraordinaire, on le saura très vite, frauduleuse, et qui donc vont faire tourner la tête, il faut le mettre de cette manière, à de nombreux présidents qui rêvent d'un retour à l'âge d'or, dont Bastia constitue incontestablement un cas d'école. La seconde responsable dans ces éléments généraux, c'est la Fédération française de football, qui n'a pas trouvé surprenant qu'à quelques heures du début de la partie, la tribune ne soit toujours pas terminée, qui n'a pas été regardante non plus sur les éléments d'édification. On pensera bien évidemment au service de l'État, qui non seulement n'ont pas joué leur rôle, mais ont entériné des fonds d'écriture de manière à ne pas apparaître comme se mettant en travers d'une réussite sportive prochaine. Et il est incontestable que sans ces éléments généraux, la catastrophe n'aurait pas eu cette ampleur. Néanmoins, nul ne saurait douter que le principal responsable reste avant tout le club, c'est-à-dire le Sporting Club de Bastia et son président d'époque, Jean-François Philippe, qui a décidé finalement de construire cette chose-là. Le club est donc responsable. Le but, c'était évidemment l'opération financière, 10 000 places au lieu de 900, et en un seul coup, finalement, le déficit chronique du club aurait quasiment disparu.